Celle-là, elle est sympa. Bonjour et bienvenue sur Perdu de vue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept, un podcast. On reçoit du coup deux invités pour parler un petit peu autour du terme de l'urbex sur différents sujets. Si vous voulez vous présenter. Alors moi, je suis Victor Urbexer. Je pratique l'urbex depuis maintenant 6 ans. Oui, 6 ans, c'est ça. Et je fais profiter de ma passion via ma chaîne YouTube à ma communauté. Voilà tout. Alors moi c'est Agnès, donc pour le coup je fais pas d'urbex. J'en ai fait quelques-uns quand j'étais vraiment au collège, juste comme ça. Je me destine pas à faire ça, mais c'est pas pour autant que ça attise pas ma curiosité. Donc du coup, pour nous accompagner durant cette dizaine de minutes, on a travaillé avec la brasserie Tika, qui vient du Lonat dans le 31. Et les bières ont été récupérées chez Décapsule Club à Toulouse. On va commencer du coup par le premier sujet, qui est une rapide description de l'urbex pour ceux qui ne connaissent pas forcément le sujet. Et pourquoi on ne dirait pas chacun nos avis là-dessus, puisqu'on a 1h30 ? Pour vous, c'est quoi la description de l'urbex ? Je sais pas, pour moi, l'urbex, c'est visiter des lieux du coup, où personne ne peut aller, où personne n'est allé depuis plusieurs années, qui sont à l'abandon, qui sont voués à disparaître. Et en fait, moi, ce que j'aime dans cette pratique-là, c'est découvrir ces lieux-là qui risquent de se mourir à tout jamais et pouvoir avoir une dernière trace, une dernière image, une dernière visite de ces lieux-là et pas perdre tout ce patrimoine qu'on est en train de perdre, que ça soit en France ou partout dans le monde. Il y a des choses tellement magnifiques abandonnées que c'est ultra important de pouvoir les conserver et pouvoir les visiter. Et si je peux rajouter un truc, moi je trouve que j'ai la même description, la même idée de l'urbex, mais il y a aussi l'expérience d'être en urbex et notamment le fait que ce soit vraiment quelque chose d'à part entière et tu vois personne et t'es dans ton monde, déjà il y a la pression de l'explo et il y a le fait que ce soit un environnement un petit peu différent et tout et du coup t'as l'impression vraiment d'être dans un monde à part entière jusqu'au moment où tu sors et là tu te décompresses et tu peux débriefer de l'explo et tout, mais je trouve que c'est sympa d'avoir ce petit truc. Moi, je vous rejoins un petit peu, à part que pour moi, l'urbex, c'est visiter des lieux qui sont oubliés. Moi, quand je fais de l'urbex, je cherche des lieux qui sont totalement oubliés et essayer d'imaginer leur histoire ou de redécouvrir leur histoire. Il y a aussi le côté histoire du coup. Ouais, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans l'urbex. Après, il y a aussi l'architecture des bâtiments qui m'intéresse beaucoup. Un bâtiment neuf abandonné ne va pas forcément m'intéresser, alors qu'un grand château, une maison de maître, ça va vraiment attiser ma curiosité. Du coup, tu es plus dans l'architecture que par exemple les trucs meublés ou Ça dépend. Je peux très bien choisir un urbex juste pour son architecture ou juste pour son histoire, alors qu'il n'y a peut-être rien à l'intérieur et que d'extérieur, ça ressemble à rien. Parce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui sont vraiment plus portés sur l'histoire et certains plus sur la photo. Non, moi vraiment les deux. Par exemple, les catacombes de Paris, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça reste des tunnels, des bunkers, des embryons anti-aériens. C'est l'histoire qu'il y a derrière. Voilà, mais c'est l'histoire qu'il y a derrière. Et de me dire que je marche sur des traces historiques, en quelque sorte, j'aime beaucoup. Ok. Et toi, du coup, qui en as fait un petit peu, qu'est-ce que... Juste un petit peu, mais pour le coup, donc même avec le peu d'expérience que j'ai, je rejoins beaucoup l'avis donc de Victor. C'est plus le côté historique, c'est aller dans un lieu complètement inconnu. Parfois on connaît l'histoire, mais justement c'est très rare, on la connaît que très rarement et j'aime beaucoup ce côté très mystérieux justement qu'on a dans les urbex, on ne sait pas sur quelle trace on va. On peut très bien aller dans une toute petite maison et peut-être imaginer une famille qui a vécu là, se dire qu'est-ce qu'elle a vécu, ces moments de joie, de peine et potentiellement les ressentir, mais je pense que c'est ça qui me plaît. Essayer de retracer en fait la vie des anciens Exactement, propriétaires. c'est ça. Après, il y a aussi, moi ce que j'aime bien, je pense qu'il y en a pas mal qui vont être d'accord, c'est tout le côté aventure derrière l'urbex. Ouais. C'est qu'on va jamais savoir sur quoi on tombe et que on peut tomber sur des forêts de ronces et passer 1 heure pour arriver sur un spot, comme on peut rentrer comme ça et en fait à chaque fois c'est une aventure, il y a des lieux partout, on n'imagine même pas. C'est ça qui fait justement la beauté du truc, genre... Je sais pas, du coup, toi, comme t'en fais un peu, je sais pas si tu fais du check, pas mal. Ça, je trouve que c'est vraiment super sympa aussi, parce que du coup, t'as beaucoup le truc de... Enfin, nous, quand on part en journée de check, on en fait genre 50 dans la journée, et parfois, on fait 49 checks vraiment nuls, et au dernier moment, genre le dernier, il est exceptionnel, et là, vraiment, c'est super bien. Il y a ce côté-là aussi qui est trop cool. De pas du tout savoir sur quoi on va tomber, quoi. Bon, du coup, je pense qu'on a assez échangé sur ce sujet-là, et on peut passer directement à la rubrique suivante, qui est Anecdote Time.
J'en ai deux, je voulais aussi savoir laquelle vous préférez. Moi, j'en ai une qui s'est passée dans les catacombes de Paris. Je suis resté perdu 24 heures dans les catacombes de Paris parce qu'on a fait tomber le téléphone dans l'eau, où on avait la seule carte. Ça m'intéresse. Voilà. Et la deuxième, c'est un papy genre vraiment ultra vieux, mais il s'est mis à sprint avec un gros marteau là, contre moi pendant 15 minutes à courir jusqu'au village d'à côté. Quoi? La première. Ouais, je veux bien la première. Donc les catacombes. Les catacombes. Ce sera les catacombes. On t'écoute. Mon Dieu. Je prends Alors. la bière et on t'écoute. Très bien. Alors, il y a maintenant 2-3 ans, j'ai décidé sur un coup de tête de partir dans les catacombes de Paris. Vraiment, c'était un vendredi soir, j'étais motivé de fou, je venais de regarder la vidéo de Mamie Twink, si je ne me trompe pas. Et j'ai foncé, j'ai pris un billet, hôtel, mon voisin était chaud pour faire les catacombes de Paris. On est parti sur un coup de tête en voiture. Et le problème, c'est que les catacombes de Paris, c'est plusieurs kilomètres. Donc il nous fallait un guide ou quelque chose pour nous repérer. Alors on a rejoint cette personne sur cette grande place à Paris. Il nous a montré une bouche d'égout, vraiment bouche d'égout banale. Hein. Il nous dit je vais l'ouvrir, on aura très peu de temps pour descendre parce que la police tourne beaucoup à Paris, c'est normal, c'est la capitale. Et arrivé en bas, on passe par des tout petits conduits, vraiment des trucs minuscules où je passe à peine et pourtant je suis assez balèze. Hein. Et on arrive enfin dans les catacombes de Paris. Et il sort son téléphone et il dit bon voilà, j'ai le plan. On lui dit mais comment ça tu as pris le plan sur ton téléphone? Il fait oui mais j'ai assez de batterie, on ressort dans 5 heures si tout se passe bien. Bon, Tout s'est pas bien passé. c'est ça. Bon ben on fait notre petite explo, on se balade avec des moments où il y a l'eau qui nous arrive jusqu'ici. Le drame, le téléphone tombe à l'eau. Bon on avait imprimé une carte, mais une vieille carte. Donc c'est simple, pour ressortir on a mis pratiquement une nuit entière, ouais, on était parti vers 23h, on est rentré le matin vers 11h, midi. Hein. Et quand on a vu la lumière du jour. Alors, justement, il faut que je vous explique comment on a fait pour trouver la sortie, parce que c'est pas avec la carte. De base, on suivait juste cette vieille carte. On voyait une Tu devais avoir la sortie. pression déjà, du Ouais, coup. oui, et puis Parce que- être sous terre, faut pas... Genre, nous, on n'a pas fait les catacombes, mais on a fait des mines déjà. Et Ouais. enfin, genre, je sais pas toi si tu te repérais bien, mais moi, comme j'étais en train de filmer, je regardais que l'écran. Et quand je relevais les yeux, j'avais aucune idée d'où est-ce qu'on était. Et du coup, je trouve que c'est. Enfin, moi, ça me fait flipper un petit peu les trucs comme les mines, les catacombes et tout. Les catacombes, ça va, parce qu'il y a le nom des rues écrit en dessous. Ok. Donc sur la carte, il y a quand même les rues. Les rues du dessus sont en dessous, il y a Ouais. des panneaux. Mais ce qui était très oppressant, c'est de devoir marcher dans l'eau. Il faut dire, des fois, on se retrouve avec des restes humains. Donc de se dire, moi qui n'en avais jamais vu dans le passé, de marcher dessus en disant, ouais, il faut avancer. Tout ça, ça met une ambiance assez glauque. Et puis le silence, un silence glacial. Vraiment, les catacombes de Paris, une expérience incroyable juste pour son silence. Bref, on arrive à un moment où on arrive au bout du tunnel, où on est censé voir cette sortie. Et on arrive au bout, un mur. Et puis là, on se dit, mais ça fait combien de temps qu'on marche? 10 heures, plus? Bon, bah, on fait demi-tour, on va tenter de trouver une autre sortie. Et puis là, désespéré, on s'assoit avant de reprendre notre chemin. On mange un peu parce que, bien évidemment, on avait prévu plusieurs vivres au cas où, pour plusieurs jours même, en cas de problème. Puis je sens un courant d'air. Je lève les yeux, un immense puits. En vrai, vous avez pris pas mal de précautions par contre. Ah Vous oui, avez toujours pris prendre des la carte précautions. papier, vous avez pris le Toujours. les livres et tout, ça c'est une bonne idée. Même des par contre. talkie-walkie, puisqu'on n'a pas le téléphone en Ouais. haut, mais dans les catacombes, on peut quand même utiliser des talkie-walkie. On avait vraiment tout prévu, trousse de secours, tout. Ouais, non, c'est une bonne idée. Bref, tout ça pour dire, je sens un courant d'air, je lève les yeux et je vois ce qui semble être un peu de lumière. Alors je me décide d'escalader ce puits à 30 mètres. Puis on arrive, je ne sais pas comment vous dire, mais sur ce puits, il y a un petit accès, et c'est là d'où venait le courant d'air. Alors ils m'ont tous suivi, en pensant que je délirais totalement, et on a atterri dans une voie ferrée, en plein centre de Paris. Et puis il fallait sortir de ce tunnel, parce qu'on ne savait pas s'il était en service Mais ou pas. Déjà, il y avait une sortie. Déjà, il y avait une sortie, il y on avait sentait quelque des chose. courants d'air, il y Déjà, avait quelque c'est pas chose. mal. Alors on escalade des murs et tout, et autant vous dire, je ne suis pas du tout souple, mon gros défaut dans l'urbex. Puis on tombe face à un bar, et là, on est sauvé. On est resté plusieurs heures dans le bar, trop content, rempli de boue. Le coup de pression quand même que tu as dû te Ouais. prendre. J'ai eu très très peur ce jour-là. Oui, parce que là, tu peux rien faire. Hein. Et puis Ouais, on n'a ouais. pas la notion de temps. Mais Eh surtout ben que ouais. enfin, les catacombes, il y en a pas mal qui se sont perdus déjà. Oui. Et... Il y a pas mal d'histoires Ouais, comme ouais, ça. c'est Mm. bon coup de pression quand même. Un sacré coup de pression, oui. Voilà pour mon anecdote.
À ton tour, ta petite anecdote? Ouais, alors juste étant donné que c'est plus, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des trucs entre guillemets des superstitions, des trucs paranormaux, est-ce que ça passe quand même ou Ouais, pas? carrément. Ça dépend des croyances de Non, chacun. il n'y a pas de problème, Ouais, ok. carrément. Alors du coup, une des plus grosses anecdotes que j'ai, donc c'est quand j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. J'étais vraiment une petite gamine de collège et j'étais toute seule. Moi, pour le coup, c'était pas du tout prévu que je fasse de l'urbex ou que je découvre un lieu abandonné. C'est juste que dans ma ville natale, il y avait justement un ancien hôtel assez grand avec une immense chapelle, plus un cimetière à côté, une tour, enfin toute une zone en fait. Oui, parce qu'en fait, le lieu, c'était en fait, c'était de base une chapelle seulement depuis des siècles et des siècles. Et en fait, donc dans la ville où je suis née, c'était que des champs en fait pendant plusieurs siècles. Et donc, c'était des prêtres et des moines qui géraient vraiment une grosse partie de cette ville-là. Et forcément, donc avec le temps, quand les premiers hôtels sont arrivés, des entrepreneurs ont négocié le terrain avec des hommes d'église, des hommes de foi, qui ont accepté de céder une partie pour faire un hôtel qui était immense, qui a d'ailleurs connu une gloire impressionnante. Mais ils ont négocié aussi pour avoir une partie de cet hôtel qui était une chapelle en fait, mais une chapelle immense qui était magnifique. Et je passais très souvent à côté de ce bâtiment et une fois il y avait une vitre en fait qui était complètement brisée. Alors ni une ni deux, j'ai pas bataillé, je me suis engouffrée dedans et j'ai commencé très brièvement à explorer les lieux et j'avais un copain à ce moment-là qui était justement à fond dans les lieux abandonnés. Et c'est vrai que moi qui suis très superstitieuse, qui crois beaucoup au paranormal, ça nous arrivait un bon paquet de fois justement quand on passait dans la chapelle de ressentir une ambiance vraiment très particulière. Je dirais pas pesante mais très particulière, je pourrais pas mettre de mots dessus. Et à chaque fois qu'on allait dans cette chapelle, systématiquement, il se passait toujours quelque chose. On commençait à enregistrer, on commençait à filmer, mais vraiment avec nos téléphones, c'était minable. Mais on s'est dit, bon allez, on va essayer de se prêter au jeu, on va faire genre qu'on est des pros, pas du tout. Et souvent, c'était systématiquement, on filmait, mais on enregistrait pendant des heures et des heures. Des heures et des heures. Mais c'est toujours quand, comme par hasard, l'enregistrement s'arrêtait alors que les batteries étaient complètement à fond, qu'on avait de la place sur le téléphone, ça s'arrêtait. Et en suivant, vraiment dans la seconde qui suivait, on avait par exemple un objet en verre, entre guillemets, qui derrière nous tombait de nulle part. Il n'y avait même pas de courant d'air, c'était quelque chose d'assez lourd, ça tombait tout seul devant nous, on ne comprenait pas et ça s'arrêtait pile d'enregistrer. C'était Gaël qui finissait sa bière. Tout est lié en fait, des années après, le destin fait bien les choses. Non, et j'ai souvent eu du coup droit entre guillemets à ce genre de phénomène qu'on essayait d'expliquer. Je suis très terre à terre, mais en même temps quand il n'y a pas d'explication, je m'avoue vaincue. Sachant que j'avais eu vent par mes grands-parents qui connaissaient bien les lieux, qu'il y avait eu un incendie quelques années auparavant qui n'avait pas fait de mort, mais qui avait fait quand même quelques dégâts, des blessés. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer d'aller dans ce lieu. Tant que la fenêtre n'était pas rebouchée par des parpaings, j'ai continué à aller dans ce lieu tous les week-ends. C'est vrai que nous, on n'a pas vécu trop de trucs... des trucs paranormaux, pas vraiment. Pourtant, on en a bouffé du spot, mais pas vraiment eu d'expérience. Si, il y a eu un spot où tu t'es senti un peu chelou, mais... Il y a eu une abbaye de nuit où on est rentré dedans, c'était super galère, fallait monter 3 étages, on a dû passer par une gouttière et tout. Et en fait, on arrive dans le truc, on rentre dans... C'était une énorme première pièce, genre énorme dans le noir. Et en fait, on s'est senti genre trop bizarre d'un coup, mais vraiment une ambiance super pesante. Mais ça nous est jamais arrivé dans ce spot. Et en plus, on n'est pas trop... Enfin, on n'est pas à fond dans le paranormal, tu vois. Et du coup... On a fait plein de spots avant, ça nous est jamais arrivé ce truc-là. Et en fait, vraiment, genre, on est arrivé dans la pièce, on s'est retrouvé dans le truc immense, dans le noir et tout, c'était en pleine nuit. Et vraiment, genre, on s'est senti ultra oppressé, regardé et tout, on est reparti direct. Après, on l'a refait, je sais plus, genre 2 semaines après, et puis c'était tranquille. Mais ouais, c'est vrai que ça nous est pas trop arrivé, même dans les spots de nuit et tout, mais cette fois-là, ouais. Nous, la petite anecdote Ouais, alors, faut que je me ressouvienne du début, parce qu'il nous est arrivé pas mal de trucs. Alors, moi, j'ai vite fait le début de l'expérience, de l'anecdote, donc tu reprendras après si tu veux. Vas-y. En gros, pour cette anecdote, on partait à la découverte d'un téléphérique qui est abandonné. Il y avait un chemin de randonnée très simple, très facile, qui allait directement jusqu'au téléphérique. Mais vraiment, aucun souci, c'était simple, c'était l'autoroute. On y est revenu, jusqu'au truc. C'est genre 10 ou 15 minutes de marche, tranquillou. Voilà.
Sauf que nous, on ne savait pas ça à l'époque. Et du coup, on avait regardé le truc sur Maps, etc. On avait trouvé un truc où, allez, on pouvait monter. Donc on se gare et tout en bas de la montagne, on commence notre ascension et du coup on passe mais vraiment à travers les forêts, à travers genre des champs de fougères et tout, mais genre un délire. Et vraiment c'était ultra pentu et tout, mais on arrive à monter et tout, on arrive jusqu'au spot. Donc on arrive en haut du téléphérique, on fait nos photos, on fait nos images et tout, c'était cool. On commence à regarder le soleil qui commence à se coucher parce qu'il y avait une ville en dessous. Et on voulait vraiment avoir les images, on avait le drone et tout, on voulait vraiment avoir les images du soleil qui tombait et Avec tout. le coucher de soleil, et du coup, arrivé la nuit tombée, on a fini tous nos trucs et tout, il faut partir. Mais Et après, il y a le truc que, en fait, quand on est monté, comme il n'y avait pas de chemin du côté de la montagne où nous on est passé, et ça montait en gros, il y avait 2 pans de montagne, et il y avait un espèce de petit chemin, qui n'était pas vraiment un chemin, mais quelque chose où c'était pas juste vraiment très pentu à 90 degrés, et on pouvait escalader par un petit endroit, mais c'était genre un truc d'une dizaine de mètres. Alors que l'escalade alors. un peu d'escalade. Mais en vrai ça allait, c'était galère, on a mis genre 2 heures pour y aller, alors que normalement tu peux y aller en 15 minutes, mais bon bref. On était passé par ce flanc-là. Sauf qu'une fois que le soleil s'était couché et tout, il commençait à faire un petit peu nuit, et on veut retrouver cette crevasse par laquelle on était passé. Parce que tout le reste, en fait, ça tombe à pic, et c'est vraiment, si tu t'avances, tu tombes, quoi. Et en plus, il y avait plein de fougères et tout, et du coup, on pouvait pas s'avancer et regarder, parce que si tu t'avances trop, comme il y a les fougères, tu le vois pas, et tu tombes de 30 mètres et tu décèdes. Du coup, on voulait pas ça. Donc, on a essayé de rechercher cette crevasse et tout, et on a mis, je pense, 1 heure à chercher la crevasse, et on l'a pas trouvée parce qu'il commençait vraiment à faire nuit, et à un moment il faisait nuit mais totalement, donc on était là avec des petites frontales et tout dans le truc, donc complètement paumé. Surtout que, si je peux me permettre, on était à la base avec 2 frontales, et au bout de 10 minutes la mienne s'est éteinte, j'ai oublié de changer les piles, donc on était avec une frontale et un téléphone. Mais tellement on était là, on fait mais mec, c'est trop dangereux de continuer à descendre, on va dormir là, genre on s'arrête là, on dort et on voit demain quand il fait jour. Courageux pour penser comme ça. En plus. Ouais, Ouais. c'était l'hiver et Faut tout, le et en mental fait pour on se a dire, continué, mais c'était tellement pentu que on devait descendre et s'accrocher aux fougères. On était en arrière, on descendait en s'accrochant aux fougères, il y avait des fougères qui lâchaient, on tombait en arrière, mais on dévalait la montagne. Et en fait, comme ça, on a réussi à retrouver un accès, on a refait un tour énorme, on a réussi à retrouver un truc et s'en sortir. En fait, en s'accrochant aux fougères, on a longé la montagne, et puis on a vu un truc qui descendait un petit peu, mais c'était vraiment galère, et il y avait des poteaux électriques au loin, et du coup on s'est dit qu'on allait voir vers les poteaux électriques et qu'on allait essayer de suivre l'emplacement des poteaux électriques, parce que logiquement ils devaient redescendre jusqu'à la ville. Du coup on redescendait en essayant de suivre les poteaux électriques, et il y avait comme des espèces d'escaliers, mais genre avec 3 mètres à chaque fois. Dans la roche, et donc on s'accrochait aux arbres, et puis après on se lançait et on se rattrape, en fait, genre avec la flexibilité de l'arbre, on atterrissait sur l'escalier d'en dessous, et on faisait ça juste en se tenant à un arbre, quoi. Mais si l'arbre lâchait, c'était terminé pour nous. Donc vraiment, je pense que c'est une des fois où je me suis dit, ok, là on est dans la merde, on va peut-être mourir. Mais ça m'est arrivé souvent, mais celle-là, j'étais pas très serein quand même. Quand on est dans ce genre de situation, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer, où tout se joue dans la seconde, qu'on ressort de ça vivant, sain et sauf, qu'est-ce qui peut, par exemple, avoir vécu une expérience pareille, qu'est-ce qui peut pousser justement à continuer quand même, se dire, ça va quand même m'arriver encore, mais j'y vais quand même. Le fait justement d'avoir réussi et d'être content d'en être sorti. On est allé faire un spot juste après d'ailleurs. On est allé faire. En vrai, c'est vraiment l'amour de l'inconnu, c'est con, mais... Enfin, je sais que même cette anecdote-là, il nous arrivera probablement même 10 fois pire dans notre carrière d'urbex. On a même d'autres anecdotes qui sont à la limite peut-être pires que celle-là. Mais en fait, genre, de découvrir ce que tu peux découvrir, tu t'en fous de tout le reste. Et il va pouvoir t'arriver n'importe quoi, n'importe quelle galère. Avec l'habitude, tu arrives à les gérer plus ou moins facilement. Mais tu t'en sors à chaque fois, et c'est vrai que c'est ça qu'on aime aussi. Ouais, et c'est ça. En vrai, c'est le goût du risque et s'en sortir. Mais ça fait des anecdotes, ça fait des trucs à raconter, et puis ça fait du vécu. Je veux dire, on se lève le matin, on part faire ça, et t'as ça à raconter, tu vois. Genre, j'ai plein d'autres anecdotes. On est trop content d'avoir vécu ça. C'est satisfaisant. Moi, je me suis fait une entorse en tombant d'un tank, tu vois.
Genre, tout le monde ne peut pas dire Oui. je me suis fait une entorse en tombant d'un tank. Bah, jamais on m'avait Et- dit ça. Donc. Et je trouve ça incroyable de pouvoir de vivre ce genre de truc et de pouvoir faire ce genre de truc. Et puis pas que l'urbex, mais tout ce qu'il y a autour, en fait, t'apporte au taquet de trucs exceptionnels. Même après, c'est des trucs où on peut en rigoler, genre ça, on en Ouais. rigole, ou Ouais. des anecdotes où des voisins ont appelé les flics, il nous est arrivé des trucs, on en rigole. Bon, après, il y a des anecdotes où on T'en en rigole rigoles un peu moins, moins, mais C'est le goût, c'est le risque du métier et je pense que. C'est le goût de l'aventure, je Ouais, pense, qui est je très pense que prononcé. tous les urbexeurs qui font ça penseront la même chose que nous. du coup, on va attaquer la troisième rubrique et on va parler un petit peu de l'effet de mode de l'urbex et des revers de ce dernier, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui s'engagent dans cette pratique et qui oublient les règles de base. Et la plupart du temps, ça nuit au lieu qu'on visite. Et je pense que la plupart des urbexeurs maintenant le disent même en story. On voit beaucoup passer des gens qui passent des coups de gueule et tout sur ça. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça. Si déjà, moi, je peux réagir par rapport à ça. C'est vrai qu'on voit passer déjà beaucoup en ce moment de lieux qui sont détruits. On le voit, mais des lieux qui sont découverts, s'ils se mettent à tourner, à être échangés, etc., au bout de quelques mois, voire un mois, en fait, ces lieux, ils valent plus rien. Ils sont complètement défoncés, ils ont été volés, ils ont été pillés, ils ont été graffés. On peut voir, on parlait de Château des Oui, Mages tout à C'est l'heure. ce que j'allais dire. Le spot, il est resté pendant des années oublié dans la forêt et tout. Et il a commencé à tourner un petit peu. Et directement, là, Moi, je la l'ai tête fait. du léopard, elle a été découpée. Je sais Ouais. pas si tu avais Ouais, vu, j'ai elle a vu, été ouais. vendue sur le Bon Coin. Il y a des statues qui ont été volées dans la bibliothèque et tout. C'est un truc de lamentable, fou, quoi. hein. Moi, vraiment, mais comme on le disait tout à l'heure, nous, on fait l'urbex, en fait, pour, en soi, préserver les lieux, pour leur donner une dernière image et pour que, avant qu'ils soient détruits par le temps, ce qui est censé être ce à quoi ils sont voués, pouvoir les filmer une dernière fois. Et c'est vrai que de voir que certains lieux, à cause de cette pratique-là et que du fait qu'elle se démocratise, les lieux sont plus forcément détruits par le temps, mais détruits par des gens. Moi, ça me fait énormément de peine parce que je pense qu'on fait tous un petit peu cette pratique pour essayer d'immortaliser ces lieux-là et de savoir que de par cette pratique, ils sont détruits. Alors, les personnes qui font ça ne sont pas vraiment des vrais urbexeurs parce que dans l'urbex, il y a des règles, il y a des trucs à respecter et ces personnes-là ne les respectent pas. Donc pour moi, ce ne sont pas des urbexeurs. Mais c'est vrai que ça fait pas mal de peine. Ouais. Et après, il y a aussi le truc qu'on participe un peu à ça, dans le sens où on donne de la visibilité à ces lieux. Après, nous, on essaye Cette pratique. au lieu et à la pratique. Après, au niveau des lieux, nous, on essaye de vraiment tout flouter, tous les indices et tout. On essaie de laisser vraiment aucune trace pour que les gens ne puissent pas retomber sur le lieu et que ce soit juste un partage et offrir une visite aux gens. Comme ça, ils n'ont même pas à le visiter eux-mêmes. Et voilà, mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça, qui laissent beaucoup d'indices. Je ne citerai pas de nom, mais il y a certaines chaînes YouTube où ils filment des lettres de super près et tout. Genre, on a plein d'indices. Et c'est vrai qu'on le voit en ce moment, tous les spots qui prennent feu, tous les spots qui sont dégradés, qui sont volés, qui sont pillés, tout ça, ça fait une peine. C'est des spots qui est resté 30 ans oubliés et qui d'un coup sont découverts et ça devient Disneyland. Puis c'est pas le but de la pratique, donc. Je rejoins totalement les avis et je me doute qu'en tant qu'urbexeur, vraiment, quand on filme ces images et qu'on veut les partager, je pense que ça doit être frustrant justement de se dire que tout ce qu'on filme, tout ce qu'on découvre et tout ce qu'on veut faire découvrir aux gens, finalement on ne peut pas totalement le faire parce qu'on se dit ça va être détruit et je pense que on doit malencontreusement se sentir responsable alors que c'est pas du tout la faute des urbexeurs, en tout cas des vrais. Et je pense que ça doit être très frustrant vraiment de se dire voilà, j'ai fait cette vidéo, j'ai envie de le partager, je suis fière de cette découverte, c'est un lieu magnifique, j'ai envie de le montrer pour qu'on n'oublie pas justement ce lieu qui mérite qu'on s'en souvienne pour tout son histoire ou plein d'autres choses. Et on peut pas au final. Oui, mais même par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous demandent dans les vidéos l'histoire des lieux. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas en parler beaucoup puisque ça donne beaucoup trop d'indices sur le lieu. Là-dessus, je ne suis pas entièrement d'accord parce que je pars du principe que quand on fait de l'urbex, il y a une partie de l'histoire qu'on peut raconter et une autre non. Oui. Moi, ce que je cherche à raconter, c'est l'histoire du lieu, quand il a été fabriqué,
quel était son domaine d'activité, si c'était pas Ça, c'est quand même beaucoup C'est d'indices. des infos qui peuvent servir à retrouver ce lieu. Oui, ce qu'on essaye part. de faire, c'est en fait de récupérer des infos de gens, enfin pas d'internet, mais vraiment de gens de proprios ou de trucs comme ça, pour essayer de donner des infos où les gens pourront pas retracer le lieu derrière. Mais c'est vrai que les infos, si elles viennent d'internet, on peut automatiquement les retracer. Donc là, c'était le sort du lieu. Mais est-ce qu'il y a cette même responsabilité quant au sort de la personne? Si admettons, vous partagez une adresse, un lieu quelconque, quelqu'un y va et cette personne n'est pas du tout un urbexeur professionnel, cette personne, elle y va complètement les yeux fermés et il lui arrive quelque chose, donc qu'elle soit blessée ou malheureusement pire. Est-ce que justement il y a ce gros poids aussi Et ça nous est arrivé d'emmener des gens en urbex, mais enfin, on reçoit vraiment beaucoup de messages de gens qui veulent partir avec nous et on ne le fait pas forcément pour déjà cette responsabilité-là. Et ouais, ça reste quand même quelque chose qui peut être dangereux. Et si tu pars avec n'importe qui, que tu l'emmènes dans un spot et qu'il arrive quelque chose alors que tu connais en plus pas très bien la personne. Voilà, moi j'ai emmené une seule personne en urbex et je la connais très très bien. Et je savais que je maîtrisais tout ce qui se passait, quoi, et que je faisais attention aux moindres détails. Donc du coup, je pense qu'on a fait un petit peu encore le tour de ce sujet, et on va passer encore à la rubrique suivante, qui est la photo phare. On a choisi une photo de Victor, qui est une photo du spot du château des Affranchis. C'est un château que nous, on avait visité il y a maintenant plus d'1 an et que toi, tu as pu faire, dis-moi. Il y a 1 ou 2 mois. Voilà. Et on a choisi ce spot du coup parce que c'est assez intéressant au niveau, du coup, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, des dégradations et tout ce qu'il y a pu y avoir. Parce que nous, en fait, on l'a trouvé en check, c'est-à-dire que on recherchait des lieux sur Google Maps et tout, et puis après on allait voir pour voir si c'était vraiment abandonné. Et on avait trouvé ce château comme ça. Et sauf que depuis qu'on l'a trouvé, il y a eu vraiment beaucoup d'échanges parce qu'on n'était pas les seuls à l'avoir trouvé. Et il a malheureusement fini dans un état un peu triste. Et du coup, Victor, tu y es repassé il n'y a pas si longtemps et tu as pu prendre quelques photos là-bas et voir l'évolution de ce spot, quoi. Exactement. Au début, je n'avais pas encore vu votre vidéo, je n'avais pas encore fait le rapprochement des 2 châteaux, surtout parce que on a vraiment l'impression que c'est 2 châteaux différents. Aujourd'hui, c'est simple, on retrouve des vitres cassées, plusieurs endroits pour y avoir accès. Avant, vous êtes passé par une fenêtre, je crois. On avait un seul accès, c'était un volet qui était déjà ouvert. Oui. Et je me souviens même qu'on n'a pas pu aller dans la véranda parce que c'était fermé. Enfin, genre, il y avait aucune vitre pétée. S'il y avait une vitre un tout petit peu pétée, mais tu pouvais pas y passer du tout dedans. Donc, on n'avait pas pu visiter la véranda. Et ouais, là, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être ouvert aux 80. Maintenant, il y a 5-6 entrées. Il y a un coffre-fort en plein milieu qui a été forcé. Il était déjà forcé au moment où on y allait, nous. On a par exemple les fameuses trappes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des trappes contre le mur pour accéder, pour monter ou descendre des objets entièrement sortis du mur, les vitres cassées, les lits retournés. C'est vraiment triste. En vrai, je pense que c'est en grande partie dû à l'échange parce que je l'ai vu tourner pas mal en échange. Il tourne beaucoup, oui. Ouais. Mais nous, ça nous fait un peu mal au cœur. En plus, c'est un château qu'on a trouvé en Tchèque et son histoire, elle est assez triste. On en parlera en détail après si tu veux, pour pas révéler trop d'indices. Mais ouais, il a une histoire assez triste et ouais, c'est dommage de voir un lieu comme ça finir dans cet état-là, alors qu'on l'a vu avant, quoi. Et j'ose même pas y revenir. En 1 mois, il a dû se passer beaucoup de choses encore. Puis nous, c'est vrai qu'on porte quand même un attachement et qu'on porte dans notre cœur assez fort les spots qu'on visite. Genre, à partir du moment où on a pu découvrir un lieu, c'est vrai qu'il y a quand même un attachement derrière ce lieu et vouloir le protéger, en fait, c'est ce qu'on souhaite faire. Donc, quand on voit des lieux comme ça qu'on a pu visiter au moment où ils étaient encore intacts et voir comment ils sont maintenant en si peu de temps, parce qu'1 an dans une vie, c'est vraiment pas grand-chose. Surtout dans la vie d'un château. Ouais, surtout dans la vie d'un château. Et c'est du patrimoine qui est détruit. Et c'est vrai que c'est assez décevant de voir ça. En plus, on a une histoire assez personnelle avec celui-là, du coup, parce que c'était vraiment le premier check où on s'est dit ok, on a vraiment trouvé un truc sympa. Bon, après, on a fait des checks qui moi, m'ont encore plus plu par la suite et tout. Mais celui-là, c'était vraiment le premier château qu'on découvrait en Tchèque. Où il y avait tout dedans et tout, donc on était assez contents à l'époque, mais bon. Je comprends. C'est un peu terrible. Eh oui, mais bon, je pense que beaucoup de spots, tout ce qui est château, maison de maître,
sont voués à finir comme ça de nos temps. Vraiment. Mm. C'est devenu tellement un phénomène de mode que je pense que tous les spots vont y passer. Ouais, mais celui-là, il y a tout le monde qui se gare devant et tout, c'est terrible. Bon, et du coup, pour finir ce petit podcast et cette petite bière, on va parler rapidement de nos projets futurs. Donc, on va voir chacun ce que vous avez prévu pour le futur. On va voir tout ça ensemble. J'ai eu l'occasion de rencontrer Gilles Kerlock, désolé si j'écorche ton prénom, mais je te salue, qui fait un livre où j'apparais dedans, où j'explique l'histoire d'un lieu, le château du Patriarche, je ne sais pas si vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube. Un livre très intéressant où il parle de plusieurs lieux et d'histoires et j'apparais dedans. Il sort très bientôt, c'est une question de mois. Okay. Et une fois que j'ai mon permis, j'ai beaucoup de projets que je ne peux pas en parler parce que je ne sais pas si je peux le faire et si j'ai l'argent, si j'ai le temps. Mais pour le moment, c'est le seul projet qui va aboutir où je suis sûr qu'il va être fait. D'accord. Okay. Peut-être des vidéos que tu as en prévision. J'ai l'intention de partir en Suisse très bientôt pour un road trip avec du lourd, du très lourd, c'est tout ce que je peux dire. La Suisse, on n'a pas fait encore. Oui, il y a pas mal de trucs en Suisse ou pas? Il y en a énormément et pas trop visités en plus. Oui, on parlait avec un urbexer suisse il y a une semaine de ça, il me semble, et il nous disait que ouais, c'était très peu visité, qu'il y avait moins de spots qu'en France, mais que... Le peu qu'il y a, c'est du lourd. Oui, le peu qu'il y a, c'est du lourd et qu'il y a moins cet effet de mode dont on parlait tout à l'heure et tout. La Suisse, ça m'intéresse, moi. De ton côté? De mon côté, bon, toujours lié à l'urbex, donc c'est vrai que en rencontrant Victor et en voyant un peu ce qu'il faisait, ça m'avait encore plus boosté à, peut-être pas tout de suite, mais vraiment à m'orienter dans ce milieu. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, je trouve. Voilà, on peut découvrir tout le temps tout plein de choses et donc c'est vrai que lié à ça, je me vois bien essayer de rentrer un peu plus dans le sujet, quitte à faire vraiment comme Victor un jour, mais je pense que je me vois moins être seule. Souvent, c'est vrai que les urbexers sont seuls ou à deux, mais moi, je me vois pas être toute seule. Donc, quitte à faire ça un jour, en prenant l'exemple de Victor, je pense que je sais plus son assistante vraiment à tenir la caméra et à m'occuper après des montages, du son, tout ça, parce que c'est vraiment un monde qui me passionne, tout ça, les tournages. Donc, moi, je me vois plus être du coup en second plan, mais à accompagner quelqu'un qui sera mon guide. Parce que je trouve vraiment ça, voilà, je trouve ça juste complètement fou de faire ça. Et je trouve que c'est un grand courage et une certaine manière d'honorer peut-être le lieu. Et nous, du coup, de notre côté, au niveau des projets, on a pas mal de trucs qu'on est en train de préparer. Du coup, on avait ce projet-là qui enfin se concrétise. C'est un réel plaisir de pouvoir enfin tourner. Et ensuite, il y a pas mal de trucs qu'on ne vous dévoilera pas encore et c'est une surprise pour bientôt. Mais on a un truc qui va arriver très prochainement, c'est qu'on est en train de monter le site pour Perdu de Vue. Et dessus, on pourra vendre certaines de nos plus belles photos. Donc on prépare vraiment quelque chose, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus pour vous proposer vraiment quelque chose d'exception et avoir un résultat qui sera vraiment qualitatif. Donc on prépare ça, ça va arriver très prochainement, mais franchement on est trop contents de ce que ça commence à donner. On ne voulait pas faire quelque chose avec un site juste du print on demand et qui envoie directement des photos. On voulait vraiment aller voir les imprimeurs nous-mêmes, nous assurer que le papier était de qualité, que les impressions étaient de qualité et vraiment vous proposer des tirages, pas en beaucoup d'exemplaires, mais vraiment de qualité et voilà, avoir la main sur un peu tout ça. Et ensuite, un autre projet qu'on a, c'est on a fait beaucoup d'explos en France et on a fait un petit peu tout le tour de la France. Du coup, on a pas mal de pays en vue. On a la Belgique notamment, mais on a aussi quelques pays bien chelous, comme peut-être la République tchèque. Chelou. République tchèque, Slovénie, Russie. Bon, pas trop pour le moment, mais ce genre de pays, j'avoue qu'on aimerait bien pouvoir aller visiter ça. Et surtout que je pense qu'il y a pas mal de choses à voir, puisque justement, c'est des endroits où il y a moins cette mode de l'urbex. Et c'est des lieux qui sont beaucoup plus conservés, donc ce sera pas mal de check, je pense. Puisque pour trouver des spots en Slovaquie, je sais pas trop comment on va faire. Mais ouais, je pense qu'on peut vraiment tomber sur des trucs sympas. En tout cas, ça me tarde.
Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu pour ce podcast. Merci à vous pour Merci l'invitation. à vous. Oui. Merci Ça pour fait la très route. plaisir. Ouais. Et merci pour la bière. Merci à vous pour la Merci bière. pour la bière aussi. Merci Décapsule Club pour la bière, je le répète une fois de plus. Un magasin formidable situé à Toulouse. Vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement, vous allez revenir avec des bonnes bières. Et du coup, on se retrouve très prochainement, vendredi dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et sur ce, allez, ciao.